Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale, hein. Nous allons partir à l'aventure de notre cher Bruno pour comprendre un petit peu comment il fonctionne, quelle est sa mentalité, quels sont ses ressorts d'action, qu'est-ce qu'il fait, qui il est et pourquoi faut le virer en fait. On va dire ça comme ça. Alors notre cher Bruno Le Maire, déjà il faut comprendre qu'il y a trois piliers. Il faut comprendre que c'est un politicien moderne, on va voir ce qu'on entend par là, que c'est un libéral autoritaire, on va parler un petit peu de Carl Schmitt, et puis qu'il considère qu'il a un droit sur l'État, qu'il a droit à un poste, qu'il a droit à une rémunération. C'était vraiment ce qu'on retrouvait dans le bouquin Le Clan des Seigneurs. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous avez vu passer un petit peu Paul-Antoine Martin, enfin c'est un pseudo, mais c'est le nom du gars qui a écrit ce bouquin et qui propose en fait une plongée au milieu de la bureaucratie française, au milieu des fonctionnaires en fait, et comment les grands corps d'État ont mis la main sur les administrations et en ont fait finalement leur cheptel, quoi, leur petit précaré dont ils tirent le maximum de jus et de privilèges. Et donc il y a cette mentalité-là aussi chez Bruno Le Maire. Alors qu'est-ce qu'on entend par politicien moderne? Enfin, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien déjà, c'est un politicien qui veut rien foutre. Le politicien moderne a passé son temps à organiser sa déresponsabilisation, mais tout en gardant le même salaire. Donc c'est pour ça qu'ils sont adorateurs des institutions de la mondialisation, hein, ils sont tout contents, parce que, bon, le truc pourrit l'économie française depuis maintenant des décennies, mais ils te disent la mondialisation c'est formidable, pourquoi? Parce que ça permet aux politiciens de ne rien foutre, car la mondialisation ça repose sur des institutions établies qui vont remplacer la décision politique. Donc là-dedans, tu as déjà toutes les institutions onusiennes, hein, OMS, Comité aux migrants, et puis même le Conseil de sécurité lui-même qui va édicter un certain nombre de normes diplomatiques qui évitent ensuite d'avoir à réfléchir. Ensuite, toutes les institutions de Bretton Woods au sens large, donc FMI, Banque mondiale, mais aussi Conseil de l'Europe, Union européenne, et dedans, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? L'OMC, hein, qui est un dérivé du GATT, enfin la suite du GATT. Donc tous les traités de libre-échange au sens large qui découlent de l'OMC, donc l'OMC et les traités de libre-échange, qui vont en fait structurer le cadre de la décision politique, à la fois le champ des possibles et le processus de décision, qui fait que il n'y a plus vraiment de champ politique libre, de place pour la décision d'hommes politiques nationaux libres, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, qui plaît énormément à Bruno Le Maire, puisqu'il n'a pas à assumer une quelconque décision. La décision, la réflexion politique, le fait de proposer un programme, d'assumer ensuite cette décision, ça a été remplacé par un processus. On va faire des processus de délibération, des processus collégiales, hein. On va faire de la bureaucratie de consensus, et donc l'Union européenne, ce n'est que ça, puisque à toutes les étapes de la décision, en fait, tu n'as pas une personne qui décide, tu as un ensemble de personnes séparées en différentes étapes. Il y a par exemple les États qui vont émettre des propositions, puis c'est vu en Conseil européen des ministres, et puis ça doit être validé par la Commission, et puis par le Parlement, et puis par des sous-commissions, et puis ensuite ratifié par les États. Et donc, tout ce processus fait que finalement, il n'y a pas une personne dont on peut reprocher ou féliciter de telle ou telle politique. Ce qui permet finalement de rien foutre aussi. Et donc ça institue aussi le règne des lobbies, puisque dans ce processus, comme les politiciens ne sont plus à la manœuvre, tu peux avoir un politicien à une étape qui a un pouvoir de décision, mais il n'a pas de pouvoir de décision sur l'ensemble du processus de décision. Ce qui va permettre de laisser le champ libre aux lobbies, qui eux sont les seuls à pouvoir avoir une vue d'ensemble du processus. Des fois, ils vont carrément rédiger les lois, ils vont les donner dans les mains des bonnes personnes pour que ce soit proposé, et puis ensuite, ils vont influencer les différentes personnes aux différentes étapes pour que le texte passe sans trop de modifications ou d'embûches toutes ces différentes étapes jusqu'à ratification, c'est bien que tu as une dépolitisation de la décision politique, remplacée par une bureaucratie dans laquelle les lobbies font leur petit commerce. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu la démocratie de marché, où les consommateurs, et non plus les citoyens, votent pour des entreprises, hein, en achetant leurs produits. Voilà, vous êtes à même de satisfaire mes besoins, et donc j'achète vos produits, et donc je vous récompense pour cela, et je vous donne un pouvoir politique qui ensuite va s'exercer à travers dans cette espèce d'arène bureaucratique sous la forme de lobbying. Et donc les entreprises sont en concurrence entre elles aussi pour faire valoir leurs intérêts au sein des institutions. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie de marché, quelque part, où les consommateurs votent avec leur ticket de caisse
pour des entreprises qui, elles, savent bien ce dont les consommateurs ont besoin, et donc sont à même d'avoir un pouvoir politique à travers l'argent. L'argent et puis aussi la bonne utilisation de cet argent dans du lobbying, donc quelque part c'est vraiment la mise en concurrence des entreprises à tout point de vue, et tout ça va aboutir au bonheur parfait sur la planète. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un politicien moderne, c'est quelqu'un qui n'assume plus aucune responsabilité et qui préfère déléguer à des institutions supranationales la plupart du temps, ou en tout cas à des processus de délibération et de compromis, à de la bureaucratie, ce qui évite d'avoir à assumer quoi que ce soit. Et donc on entend beaucoup Bruno Le Maire dire j'ai demandé, j'ai souhaité, j'ai milité, j'aimerais, j'appelle les entreprises à faire ceci ou cela. Mais par contre, il y a très 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 peu de verbes d'action dans ces discours. Vous pouvez toujours chercher les j'ai décidé de, j'ai planifié de, j'ai créé tel truc. Parce que là, la responsabilité incombe directement à sa personne. Donc ça va être nous avons décidé à la limite, au grand maximum. Et dans tous les cas, il va avoir, comme je disais, des demandes. Hein, je demande, je souhaite, j'aimerais, j'ai milité. Et donc, il y a un semblant d'action politique, mais intermédié par des institutions soumis à la décision d'autres personnes, au consentement d'autres personnes. Hein, c'est un petit peu là ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc ça, c'est le point numéro 1. Bruno est un politicien moderne. Et c'est aussi ce qu'on appelle un libéral autoritaire. Donc là, il faut se tourner un petit peu du côté de Carl Schmitt. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment affreusement d'actualité. Et donc la théorie, en gros, de Carl Schmitt dans les années 30, hein, vous voyez un petit peu où le bonhomme a glissé assez rapidement, ça a été de dire, enfin de faire le constat que l'État, qui bien que se présentant comme libéral, etc., avait tendance à devenir obèse, à s'ingérer dans de plus en plus de domaines de la vie quotidienne. Et le constat de ça, c'était pas de dire que l'État était trop fort et commençait à vouloir tout réglementer, mais au contraire qu'il était trop faible et se laissait aller à toutes les demandes de la société. Hein. Il faut donner de l'argent pour les femmes, pour les LGBT, pour, je sais pas, les droits sociaux, pour subventionner les entreprises, pour tout et n'importe quoi. Et donc, tu te retrouves avec un État qui essaye en but à toutes les sollicitations et qui essaye de répondre à tout le monde et qui du coup surlégifère, donne des subventions à tout va et finalement devient obèse et finit par s'occuper de tout. Et donc la réponse de Carl Schmitt à ça, c'était de dire il faut un État, enfin, si l'État est obèse, c'est parce qu'il est faible, et donc au contraire, il faut un État fort pour résister aux sollicitations et aux quémandeurs, en gros, et donc il faut un État fort contre les gens, pour pouvoir garantir le libéralisme économique, qui lui-même doit être un petit peu organisé, parce que déjà on s'était quand même rendu compte que le saint marché, comment dire, les principes du libéralisme classique était un peu daubé, que cette idée de marché, de concurrence pure et parfaite, où tous les acteurs sont égaux, où tout le monde a le même niveau d'information, etc. Et que, en fait, si ça marche pas, c'est parce qu'il y a des interférences, il y a trop d'états, il y a ceci, il y a cela. Ils étaient déjà revenus sur cette vision des choses, et ils en avaient conclu aussi que cet état devait être fort, donc à la fois pour résister aux sollicitations, mais aussi pour organiser le marché, pour qu'il soit le plus libéral possible. Donc c'est un peu aussi l'ordolibéralisme à la allemande, en fait. C'est exactement le système qu'on a actuellement aujourd'hui, avec des politiciens qui sont des libéraux autoritaires, c'est-à-dire durs avec les petites gens, monsieur et madame tout le monde, mais en même temps faibles avec le marché, et qui passe son temps à essayer de le soutenir, d'organiser la concurrence, etc. Donc, on en arrive à ce genre de répétition, en fait, de gag, puisque Bruno passe son temps à demander en fait aux entreprises tout un tas de trucs. Alors ici, là, il demande aux entreprises d'augmenter les salaires. Donc janvier, j'ai pas retrouvé en janvier 2019, mais janvier 2020, novembre, septembre, août 2021, janvier 2022. Et puis ça recommençait là. Bruno Le Maire appelle toutes les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires. Donc on est au 7 mai 2023. Donc c'est cette idée de libéralisme autoritaire où le gars ne veut pas imposer aux entreprises quoi que ce soit, mais on va leur demander poliment, et si elles sont d'accord, s'il y a consensus, eh bien voilà, ça va dans le bon sens. Et à contrario, en fait, il impose l'organisation du libre marché,
aux petites gens qui sont pas forcément d'accord, hein, des régulations du chômage, des régulations du droit du travail, réforme de la retraite, etc. Et tout ça, évidemment, est pris dans des décisions collégiales, vous comprenez, c'est l'Europe, c'est la mondialisation, c'est les marchés financiers aussi, hein, j'avais pas précisé, ça c'est un peu indirect, c'est un peu l'épouvantail qu'on agite pour faire peur à monsieur et madame tout le monde. Vous comprenez, si on fait pas la réforme des retraites, comment va-t-on pouvoir être crédible auprès des marchés pour financer notre dette et ouin ouin ouin. Donc c'est jamais de leur faute, hein, bien sûr, quand ils font imposer des trucs. Et alors maintenant, il passe son temps à demander, c'est devenu un gag, hein, Bruno demande, parce qu'il n'impose jamais rien aux entreprises, aux marchés, aux riches. Tout ça doit être le plus libre possible, n'est-ce pas? Donc Bruno demande d'augmenter les salaires. Bruno demande un effort aux industriels et des négociations pour faire baisser les prix, hein, de l'alimentation. Bruno exhorte les fournisseurs d'énergie à aider davantage les entreprises. Bruno, alors ça celui-là je l'aime bien, Bruno appelle les TPE-PME à demander les aides auxquelles elles ont droit. Bruno appelle à demander. Alors c'est devenu un gag, hein, les gens se foutent un petit peu de sa gueule. Il y a Glupatate qui a fait un montage du coup. J'ai demandé des efforts à un certain nombre d'entreprises, ça peut être les entreprises énergétiques. J'ai demandé aux banques, j'ai demandé aux assureurs. Pour le moment, ils ne m'ont pas répondu. Je leur dis très simplement, nous ferons les comptes à la fin de l'année. Je ne fais pas simplement des déclarations. Je suis aussi comptable des actions des uns et des autres. Nous ferons les comptes à la fin de l'année pour voir si effectivement les entreprises qui ont profité de la situation actuelle, parce qu'elle peut profiter à certaines entreprises, ont bien répondu présent à l'appel qui n'est pas l'appel du ministre de l'économie et des finances. C'est l'appel des Français qui demandent que tout le monde fasse un effort et que cet effort soit équitablement réparti. Et aujourd'hui, je le dis clairement, les fournisseurs n'aident pas suffisamment les boulangers et les PME. Et je demande aux fournisseurs d'énergie de faire plus, de faire mieux et de le faire tout de suite. Je suis convaincu qu'ils peuvent faire plus, je suis convaincu qu'ils peuvent faire mieux. Alors après, nous ferons les comptes. Bon, ce n'est pas un échec, ça n'a pas marché, hein. On se souvient de la fameuse renégociation du marché de l'électricité, hein. Là aussi, Bruno, pendant 2 ans, il a dit « je vais demander, je vais militer », et puis finalement, je sais plus pourquoi, il avait négocié, enfin, il s'était couché, il avait arrêté de réclamer, en espérant que les Allemands seraient conciliants sur le nucléaire, il me semble, c'était ça. Et on a vu dans le dernier épisode qu'il s'est fait entuber, voilà, hein. Alors évidemment, Bruno n'est pas le seul dans cette mentalité. Il y a tout un tas de politiciens qui, en fait, pressés de rien foutre, sont très contents de passer leur temps à demander. Ça permet de simuler une action politique, alors qu'en fait, on ne fait strictement rien. Et parfois, ça donne ce genre de petites pirouettes, hein. Elisabeth Borne appelle les employeurs à prendre leur part, voilà, augmenter les salaires. Et Elisabeth Borne met la pression sur les industriels pour faire baisser les prix de l'alimentaire. On a demandé aux distributeurs de protéger le pouvoir d'achat des Français en prenant sur leur marge. Donc il faut monter les salaires et baisser les prix. Voilà, ça évite d'avoir à se poser la question et d'être responsable de ce petit équilibrage. Ah, les gens sont pas contents d'être pas bien payés, ah, bah il faut monter les salaires. Ah, c'est trop cher pour les gens, bah faut baisser les prix. Voilà, comme ça le politicien se fait bien voir vis-à-vis de la population. Vous avez vu, je suis de votre côté, je vous comprends, et nous allons nous battre tous ensemble pour aller dans la bonne direction. Sauf qu'ils cherchent pas à répondre en fait à ce dilemme, comment on fait pour augmenter les salaires tout en faisant baisser les prix. Ça va être compliqué. Donc là, c'est le problème des distributeurs et des industriels. Alors il y a des problèmes, hein, là-dessus aussi. Au niveau de l'inflation, la guerre en Ukraine a servi de prétexte à gonfler les marges. Mais en tout cas, ça ne change rien au problème de fond, c'est-à-dire que ils font pas de la politique. Ils font du discours performatif. Nous voulons, nous souhaitons, il faudrait, yaka, faucon. Bruno Le Maire aussi, il pratique le name and shame. Encore une petite astuce pour arriver à rien foutre. On va donner les noms. Bruno Le Maire va dénoncer les influenceurs qui n'ont pas respecté les règles. Ah, et oui, vous avez vu là dernièrement, enfin, c'était il y a quelques mois. Ils ont fait une loi pour réglementer l'influence en ligne, enfin les publicités des influenceurs, parce qu'il y avait quand même des petits problèmes, beaucoup d'arnaques autour du dropshipping, autour aussi des paris en ligne, et puis les publicités autour de la santé, la chirurgie esthétique, des choses comme ça. Il y a des gens qui ont fini un petit peu abîmés, on va dire. Et le 3 mai, donc, Bruno nous dit « Attention, je vais dénoncer les influenceurs qui n'ont pas respecté les règles. » On aurait peut-être pu penser qu'il allait les poursuivre, parce que normalement, là on parle de règles de loi. Quand tu respectes pas la loi, normalement tu finis devant un tribunal à différents degrés. Et là, non, il va simplement
pratiquer le name and shame. Alors on n'en a pas entendu parler, donc peut-être qu'ils sont tous très clean, hein. Au lieu d'assainir le secteur, on va simplement nommer les gens qui ne respectent pas les règles. Et c'était déjà la même chose autour des fournisseurs d'électricité, hein. Il avait dit, attention, on va nommer les profiteurs de crise. Tout le monde s'en branle. Alors c'est tellement ridicule qu'il y a carrément un compte Twitter qui est apparu et qui s'appelle Bruno Demande. Bruno demande, incite, souhaite, veut, appelle, menace de, propose, réclame. Et les autres membres du gouvernement s'y mettent aussi. Donc je vous invite à suivre ce truc-là parce que vous avez toute l'action performative du gouvernement sur un fil, visiblement. Donc Thierry encourage TikTok à protéger les données des gens. Qu'est-ce qu'on a? Bruno espère que l'inflation alimentaire sera quoi? Sera absorbée d'ici à l'automne. Ok? On va absorber l'inflation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bruno demande une pause réglementaire. Ah non, là, c'est Emmanuel demande. Bruno demande à ceux qui font des marges de faire des efforts. Le gouvernement menace de citer les marques qui refusent de baisser les prix. Donc encore une fois, le name and shame, hein. Oh là, le sommet de l'action politique. Bruno veut des baisses de prix dans l'alimentaire. Gérald demande. Enfin, c'est tout le long comme ça, quoi. Ce qui fait que ces gens ont du temps, puisqu'ils n'ont pas besoin de se pencher sur les dossiers, qu'ils n'ont pas besoin de réfléchir à des solutions, de les mettre en place, de les expliquer, de les contrôler, de corriger, enfin de faire leur boulot, puisqu'ils n'ont plus à faire leur travail, étant donné qu'ils ont délégué toutes leurs responsabilités à des institutions supranationales dans lesquelles, bon, ils vont de temps en temps une réunion, quoi, puis bien sûr ils gardent le même salaire, eh bien ça leur laisse quand même un petit peu de marge, un petit peu de temps. Et du coup, Bruno en profite pour sortir des romans. 10 ans après Musique Absolue, je suis heureux de vous présenter mon nouveau roman Fugue américaine, qui sortira mercredi prochain. On est quand même d'accord qu'on va partir du principe que c'est pas lui qui l'a écrit. Je pense pas que ce soit lui qui l'a écrit. Peut-être qu'il a fait comme ça le plan, peut-être qu'il a relu, mais c'est pas lui. Je doute fortement qu'il ait écrit le truc de A à Z. Mais en tout cas, il a du temps pour s'occuper de ça. Il a rien à foutre. Donc on va pouvoir découvrir le destin d'un pianiste qui croise la vie de Franz, et puis apparemment il y en a un qui tombe quand l'autre se relève, et puis on va de Cuba à New York, puis il y a des femmes fortes et imbranlables, traversée musicale du siècle passé. Le mec s'emmerde. Normalement t'es ministre, tu n'as pas le temps de te préoccuper de ça. Lui, oui. D'ailleurs il y a un passage qui a fait rire pas mal de monde, puisque il a écrit sur l'anus, où on lui a fait écrire. Enfin là je pense quand même que c'est l'un de ses passages personnels, parce que c'est pas la première fois, hein, comme on va le voir. Voilà, il y a un truc là sur Oscar, donc je vous l'affiche, et puis vous verrez si vous avez envie de lire ça. Voilà, tu as vu, je suis dilaté comme jamais, ça c'est vraiment la phrase qui est restée, puisqu'il a un petit peu dilaté les Français comme jamais aussi, hein. Et ici, donc, dans ce petit article du HuffPost, on nous rappelle que Bruno avait déjà écrit un bouquin, et que déjà il y avait un passage de cul avec lui et sa femme, où il se branlait à Venise ou je sais pas quoi, enfin bref. Et c'est un peu systématique chez Bruno, cette passion pour le cul et comment dire, le porno soft. Voilà, déjà avec Macron, il avait une relation un petit peu spéciale, hein, en 2017, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc en 2017, Macron c'était l'homme sans projet parce que c'est l'homme sans conviction, hein, il dit tout et son contraire, voilà, c'est un tocard. Et quelques mois plus tard, il écrit presque une fanfics de cul. Il se tut, me fixa de son regard bleu sur lequel glissaient des états métalliques, comme un lac accablé de soleil dont il aurait été impossible, sous le scintillement des reflets, de percer la surface. Bon, il est ministre de l'économie sous son gouvernement depuis 6 ans, hein, il est indéboulonnable, donc il sait ce que c'est, lui, de sucer. Alors écoutons ça. Et elle demandait sur un ton innocent, « Quand est-ce que tu m'encules ?» Et j'avoue... C'est une chanson pas. Et j'avoue... Bon, on passe un petit peu. Écoutez, il faut que je récupère ce bouquin, clairement. Mais ce qui est surprenant, effectivement... Expliquez-nous, expliquez-nous, parce que moi j'ai ma théorie. Non, mais... Je pense qu'à un moment, vous êtes devant votre ordi. Et vous êtes bourré. Et Non, non, je ne suis pas encore bourré. Attends, Paul, t'as une autre théorie? Paul de Saint-Cernin a une autre théorie, mais moi j'ai la mienne. Moi, la théorie, elle est très simple. Moi, je suis sûr qu'en écrivant ce livre, vous aviez une grosse envie de buzzer. Alors, il y a l'envie de buzzer, mais moi
j'irai plus loin. Je pense que vous êtes devant. Et là, vous dites, est-ce que j'écris dilaté comme jamais? Et là, je pense que vous hésitez. Vous dites oui, non, oui, non. Non. Et après, il y a une petite envie chez vous de casser l'image, de salir un peu l'image. Et vous dites, si j'y vais. Parce que c'est le vrai Pour Bruno. Salamé, je n'ai jamais hésité. Et là, c'est terrible. Image terrible. Le mec est content de sa connerie. Et c'est sa fierté. Et non, Léa Salamé, et non. Et je n'ai jamais hésité. C'est de la merde, mec. Comment tu fais pour ne pas t'en rendre compte? Toute la France se fout de ta gueule. Et là, j'ai jamais hésité. Je suis un homme comme ça. Je pose les couilles sur la table. Je suis franc du collier. Alors, il a quand même fallu qu'il s'explique à un moment parce que les gens lui ont dit, mais enfin, au-delà du fait que le bouquin est de piètre qualité, et on peut se demander un peu ce que fout un ministre de l'économie en poste à écrire des pages sur la dilatation de Oscar et compagnie. Alors, il s'est quand même justifié pour expliquer pourquoi il écrivait des bouquins sur son temps de travail, ou ce qui est jugé comme tel. Vous êtes nombreux à me demander comment je trouve le temps d'écrire alors que je suis ministre. Oui. J'aime passionnément mon métier. Alors, non, du coup, c'est pas un métier, c'est un poste. Il n'y a rien de pire que les professionnels de la politique. Hein. Ça n'existe pas. C'est pas un métier, en fait, d'être ministre. Mais bon, faudra lui dire. Je suis dédié au service des Français, mais j'ai aussi appris à veiller à mon équilibre personnel. Hein. Le fameux cependant. Pour moi, il y a deux choses qui ne sont pas négociables. Ah, parce que... Bon, alors c'est passer du temps avec mes proches et cultiver ma passion. Ah, ces deux choses ne sont pas négociables parce que vraiment, Bruno Le Maire, on aurait du mal à se passer de lui en tant que ministre de l'économie et il aurait apparemment les moyens de négocier, les moyens d'imposer ces conditions. Déjà, je pense qu'il devrait... En fait, on devrait le payer pour qu'il travaille pas tellement il est nuisible, mais bon. Mais lui, il considère que c'est normal qu'il soit ministre et en fait qu'il ait un statut de salarié presque. Hein? Il veut ses week-ends, il veut ses soirées, il veut ses jours fériés, et puis pourquoi pas des semaines de congé pendant qu'on y est. C'est-à-dire que le gars te dit lui-même qu'il a moins d'implication en tant que ministre de l'économie que le moindre chef de TPE n'en a pour sa boîte. C'est incroyable. Les cadres, en fait, sont plus impliqués dans leur poste que Bruno à son poste de ministre. Alors voilà, il y en a qui vont dans les musées, les cinémas, les salles de sport, de foot, il y en a qui jardinent. Bah moi, c'est la littérature. Voilà, ça m'évade de ma vie quotidienne. Je prends le recul, je pense autrement. Effectivement, c'est ce que je vous disais, il va se coucher tard. Donc il a ses soirées, en fait, où il peut faire ce qu'il veut. Il a ses week-ends où il fait ce qu'il veut, et il a des vacances. Dans l'état où la France est, le ministre de l'économie a du temps pour écrire sur l'anus. C'est rassurant, hein? On est entre de bonnes mains. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les 3 points à bien comprendre pour comprendre la pensée de Bruno Le Maire, ce fameux politicien moderne qui veut surtout ne prendre aucune décision personnelle et tout déléguer à des processus de décision collégiale dans des institutions supranationales, premier point. Deuxièmement, il a une tendance libérale autoritaire, c'est-à-dire qu'on va imposer des choses à la population au nom du saint marché, de la sainte entreprise, etc. C'est pour ça qu'il impose des choses aux gens, mais quand il s'agit du marché, des entreprises, il demande, exhorte, appelle, et tout est laissé finalement à la volonté personnelle. Et troisième chose, c'est normal d'avoir un poste, c'est son métier, il a droit, en fait, de toucher de l'argent de l'État, et de plus ou moins rien foutre, en fait, c'est sa propriété. L'État français, c'est sa propriété. Et donc, il a du temps. C'est dommage, parce que c'est pas comme s'il y avait des petits problèmes économiques en ce moment, hein, qu'il y avait des tensions sur le secteur de l'énergie, quelques banques qui se sont effondrées à droite à gauche, que ce soit aux États-Unis ou en Suisse, avec Crédit Suisse qui a plus ou moins fait faillite, parce qu'ils ont été rachetés, mais on appelle ça une faillite. Et puis donc du coup, la crise de l'énergie est en train de foutre par terre l'Allemagne. Faible croissance, désindustrialisation, en Allemagne, le temps des vaches maigres est arrivé. La première économie de la zone euro devrait entrer en récession dès l'automne, alors apparemment c'est déjà le cas en ce moment. Se prépare une décennie de marasme après son extraordinaire prospérité des années 2010, une prospérité montée sur essentiellement 2 choses, une énergie pas chère avec le gaz russe, et puis une industrie portée sur la bagnole qui est en train de prendre du plomb dans l'aile, puisque avec leur stratégie du tout électrique, eh ben les Chinois vont leur péter la rondelle, il n'y a pas d'autre mot. Ils vont être dilatés comme jamais. Donc la première économie de la zone euro qui tire un peu tout le monde vers le haut et qui est le premier partenaire commercial de la France est en récession. Donc normalement ça va plus ou moins nous retomber sur la gueule.
Et il se trouve qu'on n'est pas vraiment au sommet de notre forme, hein, actuellement. Si on regarde, il n'y a pas trop le temps d'écrire des romans, quoi. Voilà, ça c'est la dette, hein, qui est en train d'être dilatée comme ça. C'est une érection de dette, mesdames, messieurs. Macron a bientôt doublé la dette française depuis qu'il est président de la République. Donc là, oui, c'est depuis 2017. Mais en vrai, il était en poste depuis 2012, quelque part, en tant que conseiller à l'Élysée, puis ministre de l'économie. Et il y avait à peu près 1800... Ouais, 1800 de dettes. Donc là, encore 500 milliards de dettes, il aura quasiment doublé la dette française en 15 ans. Voilà, donc on a un petit problème de dette. On verra à la fin comment Bruno nous propose de le régler. Il a une astuce. Les banquiers le détestent. Découvrez l'astuce de Bruno Le Maire pour régler les dettes. Vous allez voir ça. Alors la dette, c'est pas fou, et puis le déficit commercial encore plus. Squalala, c'est vraiment la piste noire, hein, là, ici. Attention, chute de richesse, chute de déficit. Il va demander à la dette de maigrir, presque. Presque. Donc le Mozart de la finance, là, effectivement, c'est le grand plouf. Et là, on en est quand même en janvier. Ça a un petit peu remonté depuis, mais en rythme annuel, en janvier, on était à moins 169 milliards d'euros de déficit commercial. Et ça, c'est en grande partie lié ici à l'énergie. J'ai quand même jeté un petit coup d'œil sur les chiffres du commerce extérieur de mars 2023. Et puis, juste pour vous donner quelques courbes, ici, vous avez les échanges commerciaux et la courbe noire, c'est l'énergie. Donc, vous voyez vraiment les joies de la guerre en Ukraine, où il y avait déjà des problèmes. En 2021, on se souvient, il y avait eu la hausse déjà des prix du gaz. Ça s'était accéléré en 2022 avec la guerre en Ukraine, avec l'explosion des pipelines, l'achat de GNL américain. Donc c'est le turbo plouf, hein, jusqu'à en gros de remplir les réserves de GNL à l'hiver. Et puis ça remonte un petit peu, le solde se réduit. Mais c'est un grand succès. On est plutôt déficitaire en général en énergie. Ils ont réussi à vraiment faire un joli petit plongeon, à tripler, voire quadrupler le déficit énergétique de la France. C'est vraiment un grand succès. Du coup, comme l'énergie est extrêmement chère, il y a en ce moment un gros crack, un grand nombre de faillites. Oui, d'ailleurs, c'était indiqué ici aussi, dans ce post, qui faisait état du résultat catastrophique de Macron. 46 000 entreprises font faillite, soit une hausse de 47% en un an. Ça doit être aussi lié au fait qu'il y a beaucoup de procédures de mise en faillite, etc., qui ont été décalées en 2020-2021 du fait de la pandémie de Covid-19. Et du coup, tous les petits problèmes, tous les petits squelettes dans le placard sont en train d'apparaître en ce moment. Et c'est renforcé par l'envolée des factures d'énergie qui sont en train de mettre en péril 80% des magasins bio. 2000 points de vente, apparemment, seraient sur le point de faire faillite. Hein, c'est ce qu'on voit ici dans cet article de Reporter. Il y a plusieurs éléments. Il y a aussi le fait que déjà les gens ont moins d'argent et ont préféré se recentrer sur les loisirs. Donc le panier moyen diminue. Il y a la concurrence des différentes appellations. Hein. Ici, on parle de zéro résidu de pesticides, local, haute valeur environnementale, hein, le fameux logo HVE promu par la Commission européenne dans le cadre de la PAC. Ça, on en avait parlé un petit peu dans la vidéo, il me semble, sur l'agriculture, justement. Les consommateurs sont un petit peu embrouillés. Ils disent un produit HVE ou local, c'est quasiment un produit bio. Bon, c'est pas forcément vrai. Mais d'un autre côté aussi, le bio est en train de prendre du plomb dans l'aile. Parce qu'à force de faire du bio européen, du bio chinois, du bio brésilien, ah bah, tu te retrouves sur les étals avec des équivalences qui ne veulent pas forcément dire la même chose entre le bio français et puis le bio chinois. Et du coup, les gens n'ont plus vraiment confiance dans le fait que le bio soit moins pourri que l'agriculture, disons, conventionnelle, en termes de pesticides ou de méthodes de production, ou de juste rémunération des producteurs, ce genre de choses. Parce que finalement, des fois, le bio ne veut pas dire équitable, et commerce équitable ne veut même pas dire commerce équitable, d'ailleurs, maintenant. Donc il y a ça aussi qui éclate un petit peu le bio. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la FNSEA, justement, que j'avais fait, enfin sur l'agriculture en général. Comment la France avait perdu sa souveraineté alimentaire. Donc voilà, le label bio est attaqué de manière déloyale. Et puis, il y avait aussi un problème de purge nécessaire, parce qu'apparemment, des gens ont monté des magasins bio tout azimut pour éviter que des concurrents s'y mettent, ou pour profiter un peu du boom du bio, parce qu'il y avait 10% de croissance depuis 10-15 ans. Et donc, il y a un certain nombre de magasins qui ne sont pas rentables.
Non à la fermeture du Biocoop de Tallard, seul commerce de la commune, il va peut-être fermer. Le directeur de 4 magasins Biocoop explique que justement ce magasin n'était pas rentable, mais à l'époque la croissance de nos autres magasins permettait de le maintenir. Avec le déclin actuel du bio, nous n'avons pas le choix si nous voulons pas mettre en péril nos autres magasins. Donc il y a apparemment des magasins pas très rentables, installés pour des motifs douteux, qui doivent un petit peu dégager. Donc il y a différents facteurs. Quoi qu'il en soit, on constate une chute considérable de la consommation de bouffe en France. Voilà, pour une croissance soutenue quasiment linéaire. Là, on a le pic en 2020 où les gens se sont mis à bouffer comme jaja. Et là, c'est la catastrophe. On retrouve finalement le constat d'un mec dans cet article. Bertrand Bidule, PDG de l'enseigne Grand Panier Bio qui compte 20 magasins en région Rhône-Alpes-Auvergne. Lui qui affiche 20 ans de métier a le sentiment de vivre un retour 15 ans en arrière. Si les clients historiques restent fidèles, les consommateurs, souvent plus jeunes, qui s'étaient convertis au bio ces dernières années, fréquentent moins les rayons. Et donc finalement, c'est un peu confirmé par ce graphique, puisque on revient finalement au niveau de consommation de 2007, donc il y a à peu près 15 ans, où les gens consomment beaucoup moins de bouffe. Alors apparemment, ils se seraient recentrés sur les loisirs dans la période post-Covid, mais en tout cas, les magasins, et notamment les magasins bio, tirent la langue en ce moment. Cela dit, ce n'est pas simplement une réorientation des dépenses, c'est aussi la méga crise. Précarité alimentaire, un Français sur 6 ne mange pas à sa faim. Donc un Français sur 6 ne mange pas à sa faim, donc apparemment ils ne sont pas tous allés à Aquapark et à Disneyland. Hein. Il y en a qui ont juste tout simplement plus de thunes. La précarité alimentaire touche particulièrement les jeunes adultes. 24% des moins de 40 ans ne mangent pas à leur faim, contre 17% des 50-59 ans. Parmi ces derniers, on retrouve davantage de femmes que d'hommes, 18 contre 14. Il y a aussi une précarité alimentaire qualitative. Ce n'est pas forcément lié à des problèmes financiers, mais aussi de temps d'organisation ou de régime alimentaire. Et les gens bouffent de la merde, les fameux tacos français, des choses comme ça, qui rendent gros et diabétiques et moches. Alors il faut pas manger ces choses-là. Acheter du pâté sur zoneartisanale.com. Tout ça est légèrement lié à l'inflation, puisqu'on a quand même 25% d'inflation alimentaire en juin. Donc par rapport à juin 2022, en juin 2023, la bouffe coûtera 25% plus cher. Alors forcément, les gens ont un petit peu moins de sous pour manger. Mais Bruno, donc, se contente de demander aux entreprises de payer mieux leurs salariés, et puis s'ils pouvaient baisser les prix de la nourriture, ce serait sympa. C'est laissé à l'appréciation personnelle des dirigeants. Par contre, les gens au RSA vont devoir aller travailler. Le versement du RSA sera conditionné à 15 à 20 heures d'activité, confirme Borne. Alors elle dit, voilà, il y avait Martin Hirsch qui disait... c'est transformer un allocataire en main-d'œuvre sans droit, c'est une régression sociale. Et donc Elisabeth Borne lui a dit que Martin Hirsch n'a pas compris, ou alors il fait semblant de pas comprendre. Donc soit il y a un problème de pédagogie, soit il est de mauvaise foi, mais en tout cas Borne a raison. Borne sait ce qui est bien pour les petites gens. Et si les gens sont pas d'accord, c'est qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils sont de mauvaise foi. On retrouve la rhétorique de la pédagogie pour faire passer toutes les réformes les plus dégueulasses. Alors l'idée, paraît-il, c'est de permettre aux bénéficiaires du RSA de retrouver un emploi. Parce qu'évidemment, s'ils ne travaillent pas, c'est parce qu'ils ne cherchent pas, ou tout simplement parce que c'est tellement plus avantageux d'être au RSA, donc de toucher à peu près 510 € par mois en moyenne. On en revient à ce que j'avais dit dans la vidéo sur le chômage, c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil, où on te disait regardez, il y a 1 million d'emplois disponibles sur Pôle emploi, et d'un autre côté, il y a plein de chômeurs, donc en fait, c'est parce que le chômage est bien trop avantageux, et donc les gens restent au chômage, plutôt que de gagner la différence entre le chômage et aller bosser. Et en fait, quand on regarde les chiffres et tous ces trucs-là, c'est une toute autre réalité. Donc ces gens ont une vision du bénéficiaire du RSA, comme quelqu'un qui se prélasse dans l'assistanat, et qu'il faudrait en fait mettre en condition d'être obligé d'aller travailler. Tu vois, c'est une personne totalement dénuée d'émotions et qui fait un arbitrage entre temps libre et rémunération, et qui se dit « je préfère avoir tout mon temps libre et toucher 500 €, plutôt que d'aller travailler et toucher peut-être le double. » Voilà. Sauf que les gens ne raisonnent pas comme ça, quoi. Bref, je vous renvoie à cette vidéo. Si vous voulez plus de détails sur le chômage, je la mettrai sur YouTube à la fin dans les propositions. Si vous êtes sceptique, vous apprendrez par exemple que ce n'est pas les entreprises qui créent les emplois, donc ça aussi, ça fait partie des grands mythes.
Donc pour elle, on va pas trop rentrer dans le détail parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir. Pour Borne, bien sûr, il ne s'agit pas d'aller travailler sans les payer, c'est pas la même chose que ce que proposait Pécresse. Voilà, on va faire 20 heures d'activité hebdomadaire sous forme de formation, coaching, période d'immersion en entreprise, donc là on sent quand même qu'on va aller bosser gratos, atelier pour réaliser un bilan personnalisé, donc ça va être encore de la dépense. Parce qu'actuellement, le RSA, c'est entre 10 et 15 milliards d'euros par an, en comptant aussi la prime d'activité, hein, qui est versée aussi à des gens qui ont un emploi, et puis bien sûr tous les frais d'accompagnement. Donc 15 milliards, c'est les allocations, la prime d'activité et l'accompagnement des gens au RSA. Et on va dépenser beaucoup plus d'argent donc dans le flicage des gens au RSA qui vont devoir faire de la formation, suivre du coaching. Il y a encore des gens payés à rien foutre sous forme de fonctionnaires déguisés, période d'immersion en entreprise, bon. Mais on va pas faire bosser les gens, hein, bien sûr. Ce processus a vocation à être généralisé à l'ensemble des 1,8 million de bénéficiaires du RSA. Il faut savoir que c'est déjà le cas dans 18 départements, je crois, où on fait déjà des tests pour voir si les gens acceptent de se faire entuber de cette façon. Alors il y a Marianne qui a fait un petit bilan, juste pour revenir sur 2-3 indications, 2-3 chiffres. Donc fin 2020, 2 millions de foyers étaient bénéficiaires du RSA, et parmi les allocataires, on apprend déjà que 16% ont un emploi, dont 10% un emploi salarié. Donc visiblement, ils ont un emploi au rabais ou subventionné, et du coup c'est complété par le RSA tellement ils touchent peu. Ça va être des emplois à demi-tiers-temps, ou des trucs comme ça. Quant à ceux qui sont au chômage, on rappelle ici qu'ils ont l'obligation de chercher un travail pour toucher le RSA. 40% des bénéficiaires du RSA sont soumis aux droits et devoirs, en fait, donc de recherche d'emploi, hein, et ils sont inscrits à Pôle emploi comme demandeurs d'emploi en catégorie A, B ou C3. Voilà, ça c'était les chiffres de fin 2018. C'était aussi sur ce genre de chiffres que je m'étais basé pour faire ma vidéo sur le chômage, puisqu'après ils ont arrêté de faire ce genre d'enquête, puisqu'évidemment ça n'allait pas forcément dans le sens de la doxa dominante. Parmi en plus, on précise ici que parmi ces chômeurs, une part significative appartient à la population inscrite dans les dispositifs de suivi les plus lourds. 28% des allocataires du RSA bénéficient d'un accompagnement renforcé. Donc 40% sont déjà inscrits à Pôle emploi et doivent montrer patte blanche, montrer qu'ils recherchent un boulot pour ne pas perdre le RSA. Et plus de la moitié d'entre eux sont déjà dans un dispositif d'accompagnement renforcé. Et là, on leur dit, en fait, tu vas faire 15 à 20 heures de plus d'accompagnement renforcé, de bilan de compétences, d'immersion dans l'entreprise. C'est-à-dire que tu vas aller mettre des boîtes de petits pois dans les rayons pendant une après-midi, comme ça, par jour, pour aller redécouvrir le monde du travail et te réinsérer. C'est important pour toi. Donc l'idée aussi que les allocataires du RSA sont des énormes feignasses est relativisée ici, puisqu'on apprend que le taux d'allocataires dans la population d'un territoire est directement corrélé au taux de chômage. Donc plus il y a de chômage, plus il y a de mecs au RSA. Là encore, je vous renvoie à ma vidéo sur le chômage si vous voulez savoir si oui ou non tous les chômeurs sont d'énormes assistés qui préfèrent rien foutre plutôt que d'aller bosser. Donc on en est à 16% qui ont déjà plus ou moins un travail sous-payé son RSA, 40% qui sont bénéficiaires du RSA mais qui sont encadrés par Pôle emploi, donc on arrive déjà à 56% des bénéficiaires du RSA. Que font les autres? Est-ce que ce sont des feignasses? Eh bien non, en fait la plupart sont déjà un petit peu éclatés. 21% des allocataires du RSA se déclarent en mauvais ou très mauvais état de santé. 43% souffrent d'au moins une maladie chronique. 38% se déclarent limités ou fortement limités par leur état de santé pour travailler. Donc voilà, on a des gens qui bossent dans des petits boulots avec un complément de RSA, des gens qui sont en recherche d'emploi encadrés par Pôle emploi et qui touchent le RSA, parce qu'ils sont en fin de droit en fait, tout simplement. Au bout de X temps de chômage, ils n'ont pas trouvé de boulot, et ils finissent au RSA. Et puis tu as ensuite l'écrasante majorité du reste, qui sont des gens qui sont déjà dans des problèmes de santé, maladies chroniques, sont pas vraiment en bon état. Voilà, on te dit ici qu'un quart des bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé sont passés par le RSA à un moment. Donc on sent que c'est plutôt des gens qui sont dans des accidents de vie et qui sont victimes de la politique économique du gouvernement, et on va leur faire payer, en fait. Voilà, on a délocalisé les entreprises, l'euro a mis les pays en concurrence sociale et fiscale, et du coup il faut gagner de moins en moins d'argent si on veut avoir un boulot. Bon, bref. Le résultat, c'est qu'on a un chômage de masse en France.
Et on va faire payer ça aux gens en leur disant, en fait, si vous êtes au chômage, c'est parce que vous ne cherchez pas un boulot, vous ne faites pas assez d'efforts, et on va vous accompagner vers le rien du tout, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde. Ou alors des boulots qui sont vraiment pas intéressants. Et c'était ce qui était justement ce qui ressortait de ma vidéo sur le chômage. Ah oui, dernière information intéressante. Le RSA représente 0,5% du PIB français. Ceux dont Emmanuel Macron affirme qu'il coûte un pognon de dingue à la société sont 27% à avoir plus de 50 ans. Et donc là, ça boucle avec la réforme des retraites qui a été faite récemment, puisqu'on apprend que, bien évidemment, ces gens qui n'ont déjà plus de travail à 50 ans, vous pensez bien que faire 2 années de plus, ils vont les passer au RSA. Et on a ici les principales raisons du non-emploi des seniors, hein, des gens qui sont ni en emploi ni à la retraite, selon l'âge, hein, donc entre 55 et 69 ans. Donc on a beaucoup d'inactifs pour raison de santé et handicap, donc là c'est le rose pâle, inactifs pour une autre raison, ou alors au chômage. Et donc on se rend compte qu'ici, avant, il y avait le départ à 62 ans et ça permettait de diviser par 2 l'existence, disons, des seniors qui sont inactifs ou au chômage. Eh bien, vous reportez l'âge de départ à 64 ans, et donc ici, là, les deux courbes, 62, 63, 64, finalement, vous pouvez les mettre ici, à ce niveau-là, c'est-à-dire à peu près à 28% des seniors qui seront 2 ans de plus, ni au chômage, ni à la retraite. Ils seront finalement au RSA, puisqu'il n'y aura plus que ça. Enfin, s'ils en font la demande, parce qu'il y a quand même 30% des bénéficiaires potentiels du RSA qui ne le demandent pas. Peut-être aussi parce que demain, ils vont devoir aller faire 15 à 20 heures d'activité gratos. Donc on pourrait se dire, ah tiens, c'est bizarre, on fait une réforme des retraites, et en fait, au lieu de verser une retraite aux gens, on leur versera le RSA. Bah oui, mais c'est moins cher. C'est moins cher, et puis comme ils n'ont pas d'activité pendant X temps, eh bien leur retraite est diminuée d'autant, et puis en plus on va pouvoir les faire bosser gratos à droite à gauche, parce qu'après tout c'est plus vraiment des gens très productifs à cet âge-là, hein. Voilà. Ah là 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 là. Alors bien évidemment, on a eu la réaction, hein, des trous du cul sur Twitter à l'annonce de l'idée que les gens vont devoir aller bosser gratos, parce que de toute façon ils le touchaient quand même, mais ils toucheront pas plus, hein, ils vont faire 15 à 20 heures d'activités diverses. Voilà. Et donc Régis nous explique que tout ça est logique. C'est injuste que certains bossent pendant que d'autres ne font rien. Logique de con. Alors là, c'est vraiment un marqueur de stupidité considérable, puisque bien évidemment, l'écrasante majorité des gens qui sont au RSA le sont parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi, ou alors... Oui, je sais, Régis, c'est de la triche, c'est un énorme cas, je sais. Donc soit ils ne trouvent pas d'emploi, soit ils sont dans des états de santé qui ne leur permettent pas actuellement d'en retrouver un. Ou alors, il y a effectivement une minorité de gens qui, peut-être bien, se complaisent dans l'assistanat, et puis ils se mettent au RSA, voilà, ils touchent leurs 500 balles, peut-être qu'ils font du black à droite à gauche, peut-être qu'ils font des petites activités un petit peu louches, diverses trafics qui leur permettent de combler les fins de mois, mais est-ce que ça constitue la majorité du genre, et est-ce qu'on a envie d'embaucher ces gens-là? Est-ce qu'on a envie d'embaucher quelqu'un qui veut absolument pas travailler et qui est d'accord pour glander, vivre peut-être chez ses parents, parce que quand on a 510 balles par mois en général, c'est pas fou. Voilà, le stéréotype en fait du mec qui glande, qui va au PMU, je sais pas, enfin vous voyez, l'assisté quoi, hein, l'assisté au RSA ou le chômeur professionnel, selon ces gens, donc vous imaginez ce stéréotype, et je veux bien croire qu'il existe, j'en ai peut-être même croisé un ou deux, mais je n'envie pas ces personnes. C'est pas du tout injuste que certains bossent pendant que d'autres ne font rien. Moi, j'ai de la peine, en fait, pour les gens qui sont dans cette situation, parce que la plupart du temps, ils ont quand même pas vraiment le moral. Je sais pas si vous en avez croisé, c'est une espèce quand même qui effectivement existe, et en général, c'est des gens qui n'ont pas la pêche, hein, on va le dire comme ça. Est-ce qu'on a envie de forcer ces gens, selon la logique, soit tu finis sous les ponts, soit tu vas travailler, à aller retrouver un emploi? Moi, si je suis chef d'entreprise, et de fait, c'est le cas, j'ai aucune envie d'embaucher quelqu'un et de le payer donc au SMIC plein pot, de devoir me faire chier à me dire est-ce qu'il va venir ce matin ou pas, et est-ce qu'il va bosser ou pas, est-ce qu'il va faire des efforts ou pas, est-ce qu'il va pas péter le matériel ou parce qu'il en a rien à foutre, voilà, il fait de la casse, il coûte encore de l'argent comme ça. Voilà, est-ce qu'on a envie d'avoir quelqu'un qu'il faut traîner toute la journée et payer finalement comme un autre, parce que ce sera au minimum le SMIC ou plus, selon des fois les conventions collectives, le niveau des diplômes, l'ancienneté, enfin là je sais pas. Je sais pas si ça rentre des fois dans les conventions collectives, mais les diplômes en tout cas oui. Donc est-ce qu'on a envie de payer ces gens à plein pot alors qu'ils n'ont pas envie de bosser? Non. Donc ils sont de fait inemployables.
Et une logique un peu cynique consisterait à dire il vaut mieux leur donner 500 € RSA, 800 € au chômage, et on les laisse dans un coin tranquillement. Ils bosseront quand ils en auront envie. Et puis ça coûte moins cher. T'as pas besoin de te faire chier avec ça, et tout le monde cotise, donc tout le monde donne quelques petits centimes finalement pour cette part de gens au RSA qui est minoritaire et qui effectivement peut être classée parmi ce stéréotype de l'assisté. Moi je trouve pas ça injuste finalement que certains bossent pendant que d'autres ne font rien, ça ne veut rien dire, hein. Dans notre société où actuellement le travail est la pierre angulaire de l'insertion dans la société, du respect de soi, du respect des autres. Le premier truc qu'on te demande quand tu rencontres quelqu'un, c'est tu fais quoi dans la vie, quoi. Tu peux pas dire je suis au RSA, c'est génial. C'est assez rare que les gens assument comme ça cette position. Voilà, en général, quand les gens demandent en plus tu fais quoi dans la vie, c'est justement pour savoir quel niveau de respect social ils peuvent t'accorder. Donc voilà, peut-être que Régis n'est pas très heureux de ce qu'il fait dans la vie. Moi, je ne suis pas jaloux des gens qui, n'ont pas d'activité productive, on va dire, dans lesquelles ils peuvent plus ou moins s'épanouir. Et en tout cas, d'avoir un rôle social vis-à-vis des autres, quoi. Alors c'est sûr qu'il y a des boulots que j'ai fait aussi où t'es pas forcément très heureux de te lever le matin. Effectivement, on a affaire à un macroniste de haut calibre, et tout ça a été confirmé par les propos du macroniste suprême, notre cher Emmanuel Macron, qui effectivement va rejoindre la mentalité de Régis, à moins que ce ne soit l'inverse. Qui de l'œuf ou de la poule est sorti en premier? On va voir. Donc Macron s'exprime à propos de la réforme des retraites. Et puis derrière ça, on supprime les régimes spéciaux, ce qui est un élément de justice. Pardon, mais quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche où il peut se reposer, il trouve ça juste. C'est une réforme de justice aussi pour ça. Ça vous rassure plutôt? J'ai pas besoin d'être rassuré. Je sais que cette réforme, par ailleurs, elle crée du mécontentement chez d'autres. Ça fait plaisir à personne de travailler un peu plus longtemps. Donc je sais qu'il continuera à y avoir des contestations. Je dis aussi que c'est un chemin qui rapproche les situations. Et c'est ce qu'il faut pour le pays. Voilà. Donc moi je continue de convaincre et d'aller au contact. C'est tout. Merci. Bon, vous avez vu le sourire pervers intégral de ce monsieur qui met en fait les pauvres en concurrence. C'est-à-dire que voilà la vision qu'il a pour votre avenir, comme il dit. Des contestations, je dis aussi que c'est un chemin qui rapproche les situations. Et c'est ce qu'il faut pour le pays. Voilà. La réforme des retraites, ça rapproche les situations, c'est ce qu'il faut pour le pays. Donc, votre avenir, c'est d'être au même niveau social que l'agriculteur. C'est-à-dire, voilà, pas avoir de retraite, pas avoir de jours fériés, pas avoir de week-end. Et vous avez vu comment il met en fait les pauvres en concurrence entre eux sur le thème. Lui, il a plus que toi, donc tu dois être jaloux. Et c'est exactement un peu la mentalité Régis. Regardez, il y en a qui font rien, il y en a qui travaillent, et donc on va aller finalement pourrir les droits aussi sociaux de ceux qui bossent. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu as un boulot, mais peut-être que demain, tu vas finir au chômage et tu découvriras que y a un tiers, en fait, de tes droits auxquels tu cotises toujours qui ont été déjà supprimés. C'est con, hein? Et puis si un jour, si vraiment tu vas pas bien, tu vois, tu as eu un problème de santé pendant ton boulot, tu finis plus ou moins au chômage et puis finalement au RSA parce que ta vie est un petit peu compliquée, tu vois, tu passes une mauvaise passe. Et là, tout d'un coup, on va te dire, non, en fait, au RSA, maintenant, tu vas bosser 15 à 20 heures. Et oui, donc c'est idiot de mettre en concurrence ceux qui ne font rien et ceux qui bossent, parce que ceux qui bossent peuvent très bien, à un moment, avoir une période de la vie où, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va pas très bien, il y a peut-être eu des décès, des divorces ou je sais pas quoi, ou alors, t'as fait un burn-out ou ce genre de choses qui font que tu vas être dans la catégorie des gens qui font rien. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Et vous pouvez finir là-dedans. Et donc ici, Macron, implicitement, enfin, même explicitement, te dit l'avenir pour le pays, ce qui est bien pour le pays, c'est de ramener votre situation, votre niveau de vie, vos conditions de travail à celui de l'agriculteur qui bosse 10 heures par jour, qui n'a pas de retraite, qui touche à peine le SMIC, qui n'a pas de jours fériés, ni de week-end, ni de vacances, ni rien du tout. Voilà, c'est bon pour le pays tout ça, hein, c'est une mesure de justice. Peut-être qu'on aurait pu prendre le problème à l'inverse et dire il faudrait peut-être que dans la réforme des retraites, les agriculteurs aient une vraie retraite. Puisqu'on parle en plus de lutter contre l'assistanat et les privilèges, combien ils touchent de subventions les agriculteurs? Je crois que ça coûte quand même pas mal de fric. Quasiment le RSA. Rien que les allocations, enfin les subventions de la PAC, c'est 12 ou 13 milliards par an. Donc c'est quasiment le coût du RSA, prime d'activité et accompagnement inclus.
pour beaucoup moins d'agriculteurs, parce qu'il y en a plus que combien? 400 000, je crois, d'agriculteurs en France, qui touchent donc du coup, ouais, disons 13 milliards de subventions de la PAC. Et de l'autre côté, on te dit, regardez les assistés au RSA, qui coûtent 15 milliards, il faut absolument aller les faire bosser et pourrir leurs conditions de vie. Mais une fois qu'on aura pourri leurs conditions de vie et fait baisser les salaires de tout le monde, va falloir les subventionner en fait pour pas qu'ils crèvent de faim. C'est déjà ce qui s'est passé au début de l'année où les mecs distribuaient des chèques de 100 € pour tout et n'importe quoi, chèque essence, chèque anti-inflation, chèque de mon cul sur la commode, on va soutenir votre pouvoir d'achat. C'est-à-dire que les mecs te bousillent l'économie du pays, te bousillent l'approvisionnement en énergie, te mettent tout le monde en concurrence et font baisser les salaires, puis à la fin ils disent « Oh quand même, faudrait faire des efforts là les entreprises, pourquoi est-ce que vous montez pas les salaires? Pourquoi est-ce que les prix ont augmenté ? Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent plus à vivre? Oh, vous en faites pas, on va vous donner un petit peu de fric, on va payer vos factures d'énergie à votre place, on va vous donner des chèques, on va subventionner vos activités d'agriculture, tout ça. Oui, je suis sûr que ça va être beaucoup moins cher. En fait, c'est tout simplement une façon d'organiser un déplacement de l'argent public vers le privé, puisqu'évidemment, les subventions des agriculteurs servent essentiellement à subventionner l'activité de l'agro-industrie, les transformateurs qui ont tout un tas de matières premières agricoles pas chères qu'ils peuvent ensuite transformer et vendre un petit peu partout. C'est surtout eux qui bénéficient des subventions. Eux, les banques, les marchands d'intrants, les banques. Bref. Donc voilà votre avenir, en fait. Vous allez voir que sur l'échelle des inégalités, la masse des gens vont rejoindre les plus pauvres et la masse des richesses vont rejoindre les plus riches. Donc c'est exactement ce que l'on constate ici. Les Français, et particulièrement les jeunes, ne s'en sortent plus économiquement. Seuls les rentiers et les gros actionnaires s'en sortent et pillent le pays. C'est pour ça que nous sommes rentrés dans une crise de régime durable. Et oui, parlons-en des premiers assistés de France, que sont les riches, qui ne branlent rien, enfin les rentiers, qui ne font pas grand-chose et captent une richesse absolument colossale, de plus en plus importante. Donc ici, il nous cite un rapport du Sénat, j'ai essayé de le retrouver, mais bon, on va voir ça. La concentration des revenus du capital est de plus en plus marquée. En 2017, 0,1% des foyers fiscaux percevaient la moitié du total. La part de ce même groupe est passée aux 2/3 en 2018. Quant aux 0,1% des foyers les plus fortunés, leur part est passée dans le même temps du 5e au tiers. Donc on retrouve ici, voilà, réforme de la fiscalité du capital, objectif atteint. Ils ont quand même mis un point d'interrogation. Donc on retrouve ça ici. Je vais déjà vous donner les chiffres plutôt. Riches en France entre 2004 et 2007. Et on apprenait ici que les 10% les plus riches perçoivent le quart des revenus d'activité déclarés et près des 2/3 des revenus du patrimoine. Donc prenez note hein, si vous voulez suivre un peu les différentes proportions, les chiffres et les machins, on peut s'y perdre un peu, parce qu'on va comparer là, à travers les années l'évolution des inégalités. Donc là on est en 2007 et quelques, hein, enfin avant 2010. Les 10% des plus riches captent les 2/3 des revenus du patrimoine. Mais les 1% à eux seuls perçoivent à peu près 1/3 des revenus du patrimoine. Donc 10%, 2/3, et les 1%, 1/3. Et qu'est-ce qu'on apprend quelques années plus tard? Que cette fois, les 2/3 des revenus du patrimoine sont captés par 0,1% des foyers, et cette fois, c'est même 0,01% des foyers qui se partagent 1/3. Vous voyez qu'on a été décalé, en fait, les inégalités se sont décalées en fait, ont été quelque part divisées par 10. Enfin, le nombre de personnes qui captaient cette richesse était déjà parmi les 10% les plus riches, bah, ça a été encore divisé par 10. Et alors qu'avant, c'était les 10% qui captaient les 2/3, maintenant, c'est les 0,1%. Et c'était les 1% qui captaient 1/3 des revenus du patrimoine, c'est devenu 0,01%. Donc il y a une véritable concentration des richesses dans les mains de quelques personnes, et tout ça, ils ne le doivent pas du tout à leur talent, ou à leur travail, ou à leurs efforts particuliers, mais uniquement à la conjoncture économique, qui est essentiellement des mesures fiscales et de subventions à la faveur des entreprises et des plus riches, et puis une politique monétaire totalement à la faveur des possédants, puisque quand tu as des taux d'intérêt qui frisent 0, voire même négatifs, quand tu possèdes, eh bien tu peux emprunter encore plus, à taux quasiment nul, et acheter encore plus de trucs, et donc devenir encore plus riche. Et donc des gens se sont ultra enrichis, en fait, simplement en étant, oui, bénéficiaires d'une situation, bénéficiaires d'une rente. Voilà, en étant totalement assistés par la politique fiscale et monétaire de leur pays. Mais tout ça ne sera pas dénoncé par Régis. Comment des gens gagnent de l'argent sans rien foutre pendant que d'autres doivent travailler? Oh, ça ne vaut que pour les pauvres.
Et donc les pauvres sont mis en concurrence entre eux, et bien entendu, la conclusion, c'est de dire on va tous s'aligner sur le plus pauvre, au nom de la justice fiscale, au nom de la justice sociale. Et puis d'un autre côté, on va laisser faire hein, les entreprises et les plus riches qui, eux seuls, savent comment bien gérer l'argent, et donc c'est très bien qu'ils en captent toujours plus. Donc on voit un petit peu dans quelle direction on est en train d'aller, et on va finir finalement comme la Russie, avec un niveau d'inégalité colossal, où tu as 80% de la richesse du pays qui est détenue par 1% ou même 0,1% de personnes. Bref. Donc tout ça, on aurait pu se dire que Bruno Le Maire aurait pu s'en occuper à la place d'écrire des passages sur l'anus dans des bouquins que personne lira. Et Bruno d'ailleurs, même Bruno, est en train de subir les affres de l'inflation. C'est vous dire si actuellement nous souffrons, si actuellement la France est en difficulté économique. J'ai 4 enfants à nourrir. Voilà, il est touché par l'inflation, il paye beaucoup de prix de paquets de pâtes, hein, parce qu'il ne sait pas très bien s'exprimer. Alors évidemment, les gens se foutent de sa gueule, là, il y avait le député, LFI, Essonne, machin. Même les travailleurs qui touchent 9 940 € par mois n'arrivent plus à nourrir leur famille et doivent écrire des livres pour arrondir leur fin de mois. Pas sûr que ce soit très rentable, parce que bon, la prose de Bruno Le Maire, personne n'y sait merde. Hein. Je sais même pas pourquoi il s'embête à écrire ça. Alors quand même, Bruno, vu qu'il a des difficultés, parce que tu vois, lui il te dit tu es au RSA, tu devrais aller travailler parce que finalement tu as du temps, tu fous rien, tu es un gros assisté. Et donc Bruno, qui touche à peu près 120 000 € par mois, enfin par an, et qui trouve le temps d'écrire des bouquins sur le cul plutôt que de faire son travail, et qui a apparemment des difficultés, parce qu'il sait tellement mal gérer son argent que même un paquet de pâtes, c'est devenu un problème. Quand on fait partie des 1% les mieux payés de France, hein, au-delà de 8 000 € à peu près, tu es dans les 1%, donc 10 000 balles par mois, plus les avantages, bagnole de fonction... les déplacements à n'en plus finir, différents frais de bouche, bon. Il a quand même trouvé une solution pour agrémenter son pouvoir d'achat et résoudre ses petits problèmes d'argent. Voilà, Bruno efface une partie de sa dette en payant pas. Découvrez cette astuce pour lutter contre l'inflation. Arrêtez de payer, tout simplement. Et oui, Bruno n'est pas un très bon payeur. On a appris là dans la lettre A. On nous dit que Bruno, en fait, il s'était présenté à la primaire des Républicains en 2016. Et ça lui avait coûté 240 000 balles pour faire 2,4%. Donc il a fait... il avait presque payé 1 000 €. Ah non, il a payé 10 000 € par décile de résultats. Ce qui n'est pas un très bon ratio. Et alors, en 2020, donc 4 ans plus tard, il lui restait encore 82 000 € à rembourser. Et donc l'année suivante, il restait plus que 21 000. Est-ce qu'il a payé? Non. Il y a tout simplement eu 44 000 € de dettes qui ont disparu suite à la prescription de 5 ans qui s'applique aux dettes commerciales. En d'autres termes, Bruno Le Maire a effacé une partie de sa dette en payant pas. Alors il a expliqué à la Commission nationale des comptes de campagne qu'en fait, il a essayé de contacter le fournisseur entre 2017 et 2020 et pas de réponse, donc voilà. Alors, 2 possibilités. Soit Bruno Le Maire se fout de la gueule du monde et qu'il y a eu des réclamations, mais qu'il a refusé de payer, qu'il a foutu une douille au fournisseur, soit effectivement le fournisseur n'a pas réclamé son argent, et là c'est quand même un peu bizarre, parce que ça veut quand même dire que le gars a donné 44 000 € à Bruno Le Maire sans vraiment le déclarer. Vous savez que les dons aux partis politiques sont limités à 7 500 € par personne et par an, et que les entreprises n'ont pas le droit de donner de l'argent aux partis politiques. Mais de temps en temps, dans les financements de campagne, on trouve que il y a une salle de concert louée ou prêtée par un proche, un soutien du candidat qui n'a pas été très bien facturé, et donc tout ça peut donner lieu à des régularisations, parce qu'on considère que c'est une forme de financement de campagne, de campagne politique dissimulée. Donc là, est-ce que ce n'est pas un petit peu ce qui se serait passé? Je ne sais pas si ces règles de financement s'appliquent aux campagnes des partis, mais si c'est le cas, il y a quand même 44 000 € finalement de dons dissimulés. Hein, on te dit, on va te faire une facture, mais tu la payes jamais. Voilà. Comme ça, c'est pas du don, mais c'est du don quand même. Et puis dans 5 ans, ça a disparu, c'est plus dans les comptes. Soit en fait, il a foutu une douille à un fournisseur, soit il y a eu un don de 44 000 € de quelqu'un qui a les moyens de le faire à Bruno Le Maire, et donc on peut se demander si c'est très bien que nos politiciens soient comme ça subventionnés par des entreprises privées, des particuliers, pas des gens qui ont les moyens, de donner 44 000 € et de s'asseoir dessus. La fameuse astuce de Bruno pour augmenter le pouvoir d'achat. Donc voilà en gros le parcours de Bruno Le Maire. Voilà à quoi il sert. En fait, il ne sert à rien.
C'est un politicien moderne qui ne veut prendre aucune responsabilité, qui passe son temps à cacher ses décisions derrière des processus de décision collégiale dans des organismes supranationaux. Il procède aussi du libéralisme autoritaire, c'est-à-dire qu'on va taper sur les petites gens pour leur imposer des règles qu'ils ne veulent pas, des réformes qu'ils ne veulent pas, au nom du sain marché, de l'organisation du marché, et donc aussi au nom de cette organisation du marché libre et non faussé et tout ça, on va éviter de réglementer les activités des entreprises et des plus riches et des investisseurs et de toutes ces choses-là, et donc on va simplement, de ce côté-là, se contenter de demander gentiment qu'ils baissent les prix, augmentent les salaires, évitent de voler les gens avec des factures d'électricité abusives, et voilà. Là par contre on ne va rien réglementer, on ne va rien imposer à personne. Donc très libre avec les entreprises et très dur avec monsieur et madame tout le monde, hein, qui doivent se plier aux règles du marché et aux règles de la mondialisation, aux règles de l'euro. Mais évidemment, c'est pas de sa faute, hein, c'est comme ça, c'est la mondialisation, ma petite dame, hein, on va pas en sortir. Hein. Et puis, bien entendu, il considère que l'État lui appartient, qu'il a un métier, qu'il a un droit à un poste, et donc que quelque part, bon, il n'a pas spécialement besoin de travailler. Les Français devraient être heureux d'avoir Bruno Le Maire comme ministre, c'est un effort particulier, et il veut bien, Bruno, nous partager ses expériences et ses qualités exceptionnelles de gestionnaire. Par contre, il y a deux choses qui ne sont pas négociables, c'est de passer du temps avec ses proches, et puis d'écrire sur le cul pendant ses week-ends, ses soirées, ses jours fériés, ses vacances, et tous les temps où il ne travaille pas, c'est-à-dire à peu près 90% du temps. Voilà ce que fait Bruno Le Maire. Merci d'avoir suivi ce direct. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo avec toujours plus de singerie au pays de Bruno Le Maire et compagnie. Bonne soirée!